ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a pris, ce sont les statistiques sur la disponibilité des fonctionnalités. Parce que ce n'est pas sur l'utilisation. Donc, mais par contre, quand on regarde au niveau de la disponibilité des fonctionnalités, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ordre dans l'adoption de ces fonctionnalités. Parce que les hôpitaux, on pourrait s'attendre à ce que tous les hôpitaux commencent par les requêtes de résultats, puis progressivement, ou par le dossier médical, puis ensuite progressent, puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Puis on n'est pas les premiers à trouver ça. Le travail de Balvin et ses collègues 2010 que j'ai cité dit la même chose. Il dit en fait que il n'y a pas vraiment d'ordre ou de préséance. Les hôpitaux ne privilégient pas de façon générale certaines fonctionnalités par rapport à d'autres. Puis, quand on regarde statistiquement, en fait, on voit que les groupes en question sont vraiment indépendants. Les groupes sont vraiment indépendants. C'est au sein du même groupe de fonctionnalités qu'on trouve des corrélations qui sont très fortes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà, c'était ça. Je peux enchaîner en répondant à la question qui était posée sur la sécurité. Vous avez vu juste, effectivement, c'est les données transmises, c'est cette pratique qui score un peu plus haut, presque 60% de pratiques dans les hôpitaux. Mais en même temps, il faut dire que ça donne une fausse impression de sécurité, parce que comme on a vu, les menaces ne proviennent pas nécessairement, ils proviennent d'ordre externe, mais ils proviennent aussi d'ordre interne. Et il y a une étude que je n'ai pas citée qui montre que, en fait, la compromission de la confidentialité des données, dans 85%, je ne me souviens pas des statistiques exactes, dans 85% des cas, c'est un médecin qui a mis sur sa clé USB ou son ordinateur des informations qui ne sont pas chiffrées et qui rubrient dans un restaurant ou repèrent. Donc, ce qui fait que, effectivement, au niveau de la transmission, c'est pas parfait, mais il y a des efforts qui sont faits. Mais je voudrais non plus qu'on ait l'impression que cet effort doit être externalisé. Parce que le patient qui s'adresse à l'hôpital, c'est à l'hôpital qu'il a confié ces données. Donc, il s'attend à ce que cette responsabilité soit d'abord assumée par l'hôpital avant de transmettre ces informations. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Oui, en fait, l'enquête avait été commandée par la Commission européenne. Puis nous, quand on a su qu'il y avait eu cette enquête, on a fait une demande pour avoir accès aux données, puis on a reçu la base de données. Puis l'enquête avait pour objectif, en fait, de comparer la situation des différents pays membres de l'Union européenne. Comme je disais au début, là, c'était 27 plus 2. Et l'objectif, c'était vraiment de faire un état des lieux. Et ils ont constitué au départ un échantillon représentatif à partir de la situation réelle de l'Europe, mais en prenant pays par pays. Et l'enquête avait été sous-traitée au cabinet PricewaterhouseCoopers, qui en fait s'est occupé de faire la collecte des données. Et l'autre chose que je peux dire, c'est qu'au niveau des hôpitaux, les personnes qui répondaient, c'était souvent le directeur informatique de l'hôpital qui répondait, dans la plupart des cas. Mais parfois, parce que dans les petits hôpitaux, il n'y a parfois pas de directeur informatique, puis là, ça pouvait être un chef de service ou un médecin chef, des choses comme ça. Et les résultats de l'enquête avaient été présentés, parce que ça a été mené en 2013. Les résultats ont été présentés à l'Assemblée, au Parlement européen. Puis nous, on a eu accès à ce rapport qui a été présenté au Parlement européen. Mais c'est un rapport qui était une présentation de comparaison, d'étalonnage, pays par pays. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est très différent des recherches que nous, on a fait avec les mêmes données. Puis, je ne sais pas, est-ce que Marie, j'ai répondu à ta question? Oui, je voudrais profiter du fait qu'on s'adresse à Trois-Rivières pour vous remercier d'avoir fait Sarcombre à deux. Comment explique-t-on une si faible performance canadienne dans la transition vers les dossiers électroniques? Parce que vous avez fait une référence à un certain tableau où vous compariez... Oui, le tableau que tu as présenté. Oui. Qu'est-ce qui nous retient tant, alors que ça fait 35 ans au moins qu'on discute du dossier électronique médical au Québec?
Si je peux y aller, je peux redire, mais ce que je vais peut-être dire, ce n'est pas politiquement correct, mais en même temps, on n'a pas de raison, comment dirais-je, de raison définitive, mais les échanges auxquels j'ai participé, c'est que les gens sembleraient dire, avec l'étude à laquelle Placide avait participé, les gens sembleraient dire que tout passe par le médecin. Si le médecin veut que ce système soit adopté, probablement que ça va se faire. Mais on sait qu'il y a tellement d'argent qui est dépensé pour inciter. Il y a des incitatifs, mais en même temps, le résultat reste ce qu'on a. Et ce n'est pas uniquement le Canada qui a ce problème, c'est aussi les États-Unis. Est-ce qu'il y a un problème nord-américain? Ça, je ne saurais pas le dire. Alors, je ne sais pas si Placide pourrait compléter avec... Oui, en fait, merci pour ta question, Sylvie. Pour compléter ce que dit Sylvestre, la réponse à la question est très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui sont reconnus comme étant des facteurs qui contribuent à expliquer la situation, en particulier quand on regarde le retard que certains pays ont accumulé par rapport à d'autres. C'est notamment le cas pour le Canada et puis les États-Unis. Quand on regarde ça de loin, on se dit que l'une des raisons, ça serait par exemple qu'on ne met pas assez d'argent. D'accord? Puis le cas extrême, c'est le cas des États-Unis où on s'aperçoit en fait que le pays au monde qui dépense le plus dans le système de santé en pourcentage de PIB, c'est les États-Unis. Puis, oui, c'est les États-Unis. Puis parce que les gens ont tendance à dire oui, mais les pays européens dépensent beaucoup parce qu'ils ont un système de couverture universel. C'est pas vrai. Ça coûte pas plus cher. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Puis le programme qui a été mis en place avec les incitatifs financiers, les résultats qui sont menés chaque année par le bureau fédéral américain qui s'occupe de faire le suivi du projet, démontrent que ces dernières années, ils ont fait plus de progrès que depuis les 30 dernières années. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, la solution qui a été proposée, qui consiste à dire on va inciter pas seulement les hôpitaux, mais aussi les cliniques médicales avec de l'argent, d'accord, des bonus, puis voire même des malus, ça marche. Dans le cas du Québec, ça serait surprenant que ça soit très différent. Moi, j'avais participé il y a quelques années à un projet de recherche qui était financé par le ministère de la Santé du Québec, mais ce n'était pas les hôpitaux qu'on avait étudiés, c'était les cliniques médicales. Parce que le ministère voulait connaître l'état des lieux au niveau des cliniques médicales de première ligne. D'accord? Puis, il ressortait bien de ces cliniques, de ces résultats, que quand on faisait une comparaison par rapport à d'autres pays, au niveau des cliniques médicales de première ligne, le Québec était en retard. Puis, donc, le ministère mettait en place des mécanismes pour encourager, parce qu'il faut reconnaître aussi que ça coûte cher. Que ce soit au niveau des hôpitaux ou bien des cliniques médicales, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Puis, on revient encore sur le fait que au-delà du fait que ça coûte cher, pour rejoindre ce que Sylvestre a dit, c'est qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance, en particulier de la part des acteurs qui ont quand même un pouvoir assez important dans le système, qui sont des médecins. Puis ils le reconnaissent. D'ailleurs, l'étude dans laquelle j'avais participé avait été parrainée par l'Ordre des médecins du Québec. Donc, ils connaissent les résultats, ils savent. Puis, il y a des médecins qui sont reconnus comme étant des médecins champions qui essayent d'évangéliser les autres pour faire de sorte que ça puisse aller de l'avant de façon beaucoup plus rapide. Mais on sait que c'est en retard. C'est quand vous allez même ici à Montréal, vous allez d'un hôpital à l'autre, on ne peut pas accéder aux résultats des examens que vous avez passés, il faut pratiquement les refaire. Puis, du point de vue technologique, ça ne peut pas s'expliquer. C'est d'autres facteurs. Je ne dis pas que technologiquement c'est simple, c'est faisable. Donc, je reformule la question. C'est en fait la décision du ministre Barrette, c'était de dire que le système de référence au niveau des hôpitaux, c'est cristal net, mais au niveau des cliniques médicales, effectivement, il y a une liste de systèmes fournis par différents fournisseurs qui sont agréés par le ministère, qui peuvent être adoptés au niveau des cliniques médicales. Mais vous avez tout à fait raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, le fait d'avoir fait le pas au niveau des hôpitaux, à l'échelle nationale, c'est une réalisation considérable, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même au niveau des cliniques médicales de première ligne, il existe des solutions libres, open source, sur lesquelles il n'y a pas de licence, puis il y en a qui sont agréées au Québec.
Et le système CrystalNet qui est utilisé comme système de référence par les hôpitaux aujourd'hui peut tout à fait être utilisé aussi par des cliniques médicales. Donc la question c'est, est-ce que dans le système CrystalNet qui a été adopté comme système de référence pour le système de santé hospitalier au Québec par le ministre Barrette, est-ce que ça permet de gérer les informations, les données cliniques, ou est-ce que c'est seulement de la gestion administrative? Ma réponse est, c'est avant tout un système de gestion clinique. Avant tout. En fait, ce système avait été conçu en France, dans 2 hôpitaux universitaires français. Puis à l'époque où j'avais fait le projet de recherche, j'avais eu la chance d'interviewer les 2 personnes qui étaient à l'origine du projet, qui étaient le directeur des systèmes d'information du centre hospitalier universitaire de Grenoble, et puis le directeur des systèmes d'information de l'hôpital qu'on appelle les Hospices civils de Lyon. Puis il m'avait expliqué l'historique et tout ça. Puis donc, ils avaient décidé de mettre ça en mode open source. Puis ils ont eu un partenariat avec le Québec et puis le Maroc. Puis c'est ça qui a donné la version CrystalNet pour le Québec. Mais ça a été conçu au départ à partir des besoins des médecins pour la gestion clinique.